Je m'appelle Chico Saboué, je suis né en 1975, donc ça veut dire que cette année j'aurai 47 ans. Je ne les fais pas, je sais, on me dit ça souvent, et je trouve que ça va, c'est bien. Et voilà, donc je suis né à Kinshasa, et puis j'ai étudié ici, j'ai grandi ici, j'ai quasiment tout fait ici, et puis voilà quoi. Et je travaille ici, au Congo. Et du coup, tu as fait tout de suite un choix de faire des études artistiques. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, un peu tout naturellement, parce qu'il faut dire que là où je vivais, quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait un monsieur qui dessinait beaucoup, et j'étais vachement impressionné par ce qu'il faisait, et je voulais faire comme lui. Donc ça veut dire que quand il finissait de faire un truc, et puis après je venais, je sautais dessus, et je essayais de faire exactement la même chose. Et puis j'ai pris goût à ça, ce qui fait que le dessin c'était quelque chose qui, voilà, qui faisait partie de moi, et beaucoup de gens m'identifiaient à ça. Ce qui fait que beaucoup de gens dans mon entourage disaient toi tu dois faire les beaux-arts, tu dois faire les beaux-arts. Et puis je crois qu'à partir de ça, j'ai un tout petit peu été conditionné. Et puis donc je me suis retrouvé à l'Académie des Beaux-Arts. Donc j'ai fait d'abord l'Institut de Beaux-Arts, où je vais avoir un peu des repères. Je ne savais pas exactement ce que j'avais envie de faire. Selon le conseil de certaines personnes, l'architecture c'était bien. Et puis après j'ai essayé, j'ai trouvé que c'était sympa, ça correspondait à ma personnalité au tout début. Et donc voilà, donc j'ai un graduat, d'abord j'ai eu un diplôme, et puis j'ai eu un graduat en architecture d'intérieur. Et puis voilà, donc ça c'était un peu dans ma jeunesse. Quand tu m'as parlé de ce monsieur qui dessinait, Mhm. c'était un voisin, c'était un oncle, c'était quoi ce monsieur? Alors c'était un oncle, c'était un oncle qui vivait avec nous dans la maison dans laquelle je vivais. On habitait dans une grande maison qui appartenait à notre grand-père, qui était un dignitaire de l'époque du Zaïre. On avait la chance de vivre dans une famille nombreuse. Alors il y avait un peu tout le monde, et je vivais là jusqu'à ce que je perde mes parents. Donc ce qui fait que quand j'ai perdu mes parents, et puis les choses sont un tout petit peu allées dans tous les sens. Et je me suis retrouvé habité chez des amis, disons chez des amis de la famille. Donc, mais pour très peu de temps, après je suis allé à l'internat, je suis allé dans des endroits comme ça et tout, et je suis allé habiter à l'université. Donc À très tôt. l'académie? Oui, Tu à étais l'académie. interne? Oui, oui, bien sûr. Mais très tôt, j'ai dû quitter un peu le cercle Tu familial. avais quel âge au décès de tes parents? J'avais 10 ans, allez, 5 ans au décès de mon père et 10 ans au décès de ma mère. Donc à partir de là, c'était un peu moins évident, donc je me suis retrouvé à l'internat, parce que c'était plus possible de pouvoir payer l'école et tout ça, donc je me suis retrouvé un peu à l'internat, et de là, comme j'ai dessiné beaucoup, voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui me disaient ouais, je serais bien pour l'académie. L'internat de quelle école? De quelle... C'était l'internat dans le Bas-Congo. Dans le Bas-Congo, aujourd'hui ça s'appelle Congo central. D'accord. Voilà. Donc dans une petite ville, dans Oui, un village, tu as été vraiment... Ouais, absolument, absolument. Mais c'était bien parce qu'à partir de là, ça permet de devenir un peu autonome, un peu indépendant, de se dire ouais, on peut survivre et tout ça. On allait puiser de l'eau, je me rappelle, parce que c'était vraiment un internat des prêtres. Ça, alors, et des fois, souvent, quand il n'y avait pas des problèmes d'eau, il fallait aller puiser et tout ça à un petit kilomètre. C'était pas très loin, mais c'était l'accès qui était compliqué. Je me rappelle que c'est assez rude, quoi, parce que c'était des seaux, il fallait arriver à les transporter et tout. Et puis, mais bon, bref. Tu peux me donner le nom quand Oui, même? ça s'appelait Ndingambote. C'était une école comme ça et tout. Donc, Beauté comme bonjour? bonjour. Ndingambote, je ne sais plus vraiment ce que ça veut dire, quelle est la bonne traduction, mais c'était une école des prêtres. Une école des prêtres qui se trouvait. C'est pas loin de Kinshasa et Bakongo. Donc, et j'y allais, et donc je suis resté là-bas quasiment une année. C'était bien, mais j'ai pas vraiment aimé. J'ai pas beaucoup aimé parce que c'était la première fois que j'étais séparé du groupe dans lequel j'étais. Et de là, j'ai demandé à mon tuteur de l'époque si je pouvais aller à l'académie, parce que voilà, tout le monde disait que je devais aller à l'académie. Donc je disais, tout le monde en parle. C'est les prêtres en fait? Non, c'était plutôt mes amis de l'école de l'époque et les profs de l'école. C'était pas toujours des prêtres. Parce que
au début, comme c'est une école des prêtres, mais après ils ont commencé à engager d'autres profs qui n'étaient pas forcément des prêtres, mais qui étaient là et tout. Et puis donc, et ceux-là, il y en avait quelques-uns, je me rappelle, c'était mon prof de français, je ne sais plus comment il s'appelait, mon prof de français qui disait, toi tu dois faire l'académie. Et puis bien entendu, mes collègues de classe aussi disaient aussi, tu dois faire l'académie, tu dois faire. Bon, tout le monde semblait être au courant, et puis je me suis dit, pourquoi pas. Oui, je te pose cette question parce que c'est toujours, même en France, c'est pareil, hein, choisir une carrière artistique, ça va pas dans toutes les familles. Absolument, absolument. Hein. Absolument. Ici, c'est pareil, j'imagine que absolument, choisir absolument. cette carrière-là, c'est pas de la carrière bourgeoise que les parents rêvent pour leurs enfants. Absolument, absolument. Ce qui est sûr, c'est que j'ai... il n'y a pas eu de contrainte, vraiment. Pour moi, c'était, je dessine, ok, j'aime bien ça, est-ce que je peux aller à l'académie? Et puis, ok. Donc mon tuteur m'a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, vas-y, tu peux y aller. Donc je suis allé. Bon, après, c'est vrai que je n'arrivais pas à trouver ma voie, mais tout le monde me disait, il faut faire architecture. Il faut faire architecture. Pourquoi on te disait ça? C'était quoi l'argument? Alors, il y avait un autre oncle, c'est un oncle, mais c'est un ami de la famille qui devient un peu comme un oncle, qui lui il était peintre. Et lui... C'est celui qui dessinait ou c'était un autre encore, qui lui était prof à l'académie. Il m'avait un peu facilité à rentrer à l'académie au final, mais je ne savais pas comment m'orienter. Alors, et lui, il était peintre, mais lui, il n'arrêtait pas de dire, il faut faire l'architecture. Bon, je trouvais ça un peu bizarre, je me disais, il est peintre, pourquoi il ne me dit pas de faire la peinture? Pourquoi est-ce que ça serait plus... Parce qu'il fait la peinture, il vit de ça, donc c'est logique qu'il me dise que je fasse comme lui. Mais non, il me dit, non, vas-y, fais l'architecture, tu auras beaucoup d'argent, parce que là-bas, c'est des montants énormes. Je dis, ah bon, c'est moi ça? L'architecture, ok, pourquoi pas. En quelle année tu arrives à l'académie? En 93. 93. Ouais, en 93. Comment se fait la mission en tout cas? Non, à l'époque, c'était pas difficile du tout. Mais non, je n'en sais rien, parce que ça fait quoi? Ça fait une vingtaine d'années que j'ai fini mes études là-bas. Non, à l'époque, on passait un test. Mais en fait, c'était juste que, comme il y avait beaucoup de demandes et beaucoup de candidatures, et qu'on décidait d'en choisir quelques-unes et pas d'autres, ce qui fait qu'il fallait juste s'assurer d'avoir des bons parapluies, quoi. Donc, appelons ça comme ça. Juste pour s'assurer que ta candidature ne va pas être jetée n'importe comment, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mauvais. Il y avait beaucoup de mauvais qui arrivaient et tout ça, donc c'était pas évident pour toutes ces personnes pour pouvoir essayer de checker tout ça. Donc, mais si il y avait quelqu'un qui pouvait dire non mais penchez-vous un peu sur le dossier de tel, c'était un peu plus facile. Ah ok d'accord, oh, mais il travaille bien, hein, ainsi de suite. Mais il fallait passer un test. Et qu'est-ce qu'on vous apprend alors qu'est-ce que tu as appris à l'académie? Il y avait des cours théoriques, pratiques. Oui. Qu'est-ce que tu as appris en cours théorique pour commencer par exemple? Est-ce que tu as appris un peu d'histoire de l'art, d'histoire de l'architecture? Ça c'est une bonne question ça. Parce que dernièrement j'étais à l'académie et j'ai rencontré le nouveau préfet. Et le préfet actuel, il donnait cours de filmologie. Filmologie. Oui, c'était vraiment en fait. Qu'est-ce que tu appelles le préfet? Le préfet, c'est comme le responsable de l'établissement. Pédagogique. Pédagogique. Okay. Donc, et celui qui est là actuellement, eh ben, il donnait cours à notre époque, il nous donnait cours de filmologie. Filmologie, en clair, c'est l'étude du film, c'est le cinéma. Mais c'était que de la théorie. On n'a jamais vu de caméra, on n'a jamais vu un tournage, on n'a jamais rien vu. Mais maintenant, c'était nul, c'était impossible d'aimer ce cours, d'apprendre, parce que il n'y avait que de la théorie, il n'y avait jamais rien. Et là, aujourd'hui, je vis de ça. Parce que on est dans la communication, mais je suis également réalisateur. Donc je réalise et produis certains éléments que nous faisons. Donc certains spots, même des clips. Excusez-moi, je regarde, c'est quoi ça? L'UDPS qui passe. On est sur le boulevard. Hein. C'est ça, il se passe toujours des choses sur le boulevard. C'est l'UDPS, c'est l'UDPS. C'est le parti de qui celui-là? Présidentiel. C'est le parti présidentiel. On est déjà dans les élections un peu. On n'y est pas, mais tu sais comment ça se passe ici. Hein. Donc quand on a le pouvoir, on peut tout se permettre.
Du coup, je t'ai coupé sur un élément important. Donc, filmologie, Oui. ça t'embêtait beaucoup comme cours Ouais, parce que c'était très théorique. c'était très théorique. On ne voyait pas de quoi il s'agissait. Il fallait retenir les noms des plans, il fallait les noms des plans, les prises de vue et les machins. Et tout ça, je ne me souviens pas de quelque chose de spécifique qu'il y avait par rapport à ce cours qu'on ait retenu d'intéressant. Parce que on n'a pas eu l'opportunité de se retrouver sur un vrai projet, un vrai tournage, une vraie production, pour qu'au final, tout ce que ce monsieur-là nous racontait à l'époque prenne corps. Il n'y avait pas le matériel? Rien du tout, zéro. Pas de matériel pour apprendre? Pas de matériel. Pas de vidéo, rien du tout? Rien du tout. Même pour la projection? Rien du tout. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, vous savez, c'est impressionnant que aujourd'hui que je vive d'un projet ou d'une histoire qu'au final j'ai pas pu profiter lorsque j'étais plus jeune, lorsque vous en parliez. Si j'avais eu l'opportunité de mieux comprendre ça plus tôt, peut-être que j'aurais fait ce métier beaucoup plus tôt. Et ça m'aurait laissé beaucoup plus de temps. Ça faisait partie des cours parce que quand on est voilà, des cours généraux et tout, on a mathématiques, on avait filmologie, on avait aussi des cours de l'histoire de l'art, on avait plein de cours. Et le cours de filmologie, c'était juste pas possible parce qu'il n'y avait rien du tout. C'était juste des mots. Et aujourd'hui, ces mots-là, je peux les inscrire dans un box et dire voilà, ça correspond à ceci, ça correspond à ça. Et envie de ça. Envie de ça, on emploie des gens, on paye nos factures avec ça. Donc filmologie, anglais, mathématiques, histoire de l'art, qu'est-ce que tu as eu comme cours encore? Ouais, on a eu, voilà, et puis qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les cours de composition. Ça, c'était un cours difficile. Composition écrite, c'est ça? Non, même pas. En fait, c'est vraiment, comment je peux dire? C'est, allez, pour décrire en simple, c'était que le prof venait nous donner un sujet et qu'il fallait essayer de matérialiser avec, voilà. Ça pouvait être avec, c'est pas des mots, mais c'est plutôt un projet. Il nous dit par exemple, je voudrais, imaginez-moi un monument comme ceci, comme ça et tout, vous avez 4 heures. Donc il faut composer de zéro, simplement à partir de la demande, comment elle est formulée. Ça peut être un dessin, ça peut être ça peut être un storyboard. Oui, absolument. Tout ce qu'on voulait. Ça peut être une maquette, ça peut être n'importe quoi, libre à toi de comprendre et de venir dire voilà, si par rapport à votre demande, je pense que il faudrait que je l'imagine plutôt comme ça, j'imagine plutôt comme ça. Et on appelle ça le cours de composition. Et tu avais des cours de dessin quand même? Oui, bien sûr, on avait des cours de croquis, on appelait ça aussi des cours de croquis. Ouais. Il y a un cours dont tu te souviens en particulier que tu as beaucoup aimé, qui t'a vraiment emballé quoi? Oui, il y avait un cours de perspective. Ouais, on avait des cours de perspective, ça veut dire que comme on faisait de l'architecture, donc après avoir aménagé, on faisait des aménagements et tout ça, des plans pour aménager des pièces, une maison, un studio et machin, ainsi de suite. Ça j'aimais beaucoup et j'étais excellent, surtout dans cette branche et tout. Et puis après, on devait tout ça mettre en 3D. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc tout ça se faisait sur du papier calque, avec des lattes, des crayons, on avait des tables inclinées comme ça. Alors on travaillait de nuit et machin, ainsi de suite. Mais c'est comme ça que je payais mes études en tout cas. Je faisais des perspectives pour d'autres étudiants, pour machin et tout. Il y avait même des architectes qui venaient nous employer. On était un groupe comme ça d'étudiants qui étaient excellents. Et on faisait des projets pour d'autres personnes. Tu as payé toi-même tes études? Bien sûr. En intégralité? Quasiment. Avec ce petit boulot? Avec ce que je faisais. J'ai l'impression que c'est assez répandu pour les bons élèves de travailler pour les autres discrètement. Ouais. Donc il y a toute une technique pour ne pas se faire repérer quand même que le travail ait l'air de venir de l'autre. Oui. Mais après c'était devenu récurrent. Même s'il y avait des gens qui étaient mauvais, mais quand ils venaient, ils savaient, tu savais exactement, bon, qu'est-ce que tu veux ça va, je vais gérer. Et on le faisait de nuit, et le lendemain, on remettait. Donc tu faisais les devoirs pour les autres en fait? En tout cas des projets, appelons ça des projets. C'était des projets qui devaient être défendus, par exemple, lorsqu'il y avait on appelait ça des jurys. Lorsqu'on a un projet de jury, et tout, faut présenter un projet. Et le projet d'architecture, c'est, voilà, peut-être qu'on dit, voilà, il faut aménager une maison. Donc il faut faire des plans, différentes vues,
et tout, et puis des perspectives, il faut montrer comment ça se passe dans l'ensemble. Donc il m'arrivait souvent de le faire pour les autres. Donc on se fait quand même une réputation assez rapidement à l'Académie des Beaux-Arts. Avant même de rentrer sur le marché du travail, Ouais, finalement on a une réputation dans le milieu. Ouais, je pense. En tout cas pour ceux qui arrivent à se démarquer. Parce qu'il y a des gens qui ont du talent, qui se démarquent assez vite, d'autres qui en ont peut-être pas, mais qui se démarquent pour autre chose, et puis, ou qui se font remarquer pour autre chose, et d'autres qui à l'académie n'ont peut-être pas été très très visibles, mais dans le monde professionnel, ils ont su trouver leur voie. Tu étais interne, tu dormais sur le Oui. campus, Oui. cet endroit merveilleux. Oui, dans un endroit horrible. Ah bon? Ouais, c'est horrible. Vas-y, Ouais. Maintenant que j'y pense en fait. Raconte. Ouais, là que j'y pense. Ouais. Alors, on vivait dans un boui-boui quoi. C'était dans un boui-boui, ça s'appelait le Shanghai. C'était un local qui était derrière tout le bloc, du côté de l'atelier de menuiserie voilà, donc il y avait un box qui était là et nous on était là. Et ouais, ça ressemblait à rien, c'était des triplex, c'était une pièce et tout. Après chacun venait prendre 2 mètres carrés, je pense. Peut-être 2 mètres carrés, 1 sur 2, pas plus. Juste la taille d'un lit avec vraiment un truc basique. Et puis on séparait des triplex, puis chacun arrangeait un peu comme il pouvait. Et tout ça. Triplex, c'est un paravent? Non, un triplex, c'est comme un contreplaqué. Ah oui, d'accord. Ouais, donc tu avais un espace pour dormir. Ouais, tu avais un espace pour dormir, pour ranger un peu tes affaires et tout. Et puis tu t'arrangeais pour avoir. Si tu pouvais avoir une porte, tu mets une porte. Si tu n'as pas des portes, tu mets un rideau ou des trucs comme ça. Ce qui fait qu'au niveau intimité, c'était galère. C'était galère au niveau intimité. Et puis quand on faisait la lessive, quand on est allé, il fallait surveiller les vêtements. Parce qu'on pouvait te voler les vêtements. Hein. Tu fais ta lessive, tu oublies, ou tu te déplaces, tu reviens, tu as pris tes affaires. Je suis arrivé en 2000. Alors, il faut dire que j'ai fait d'abord l'Institut. Je fais l'Institut, je suis arrivé en 93, mais je suis parti de là en 2000. 7 ans d'études? Non, 2093. 7 ans. Ouais, 7 ans, ouais, 7 ans. Tu as fait un cursus complet. Ouais, complet. Mais donc, on a eu des années longues, hein. On a eu des années longues parce que je me rappelle qu'il y avait aussi des années qu'on appelait des années blanches. Quand il y avait des problèmes politiques et tout ça, alors ça devenait plus long. On pouvait faire une année entière dans la même classe et tout ça. Dans Mais la bon, même classe, c'est normal, une année entière. non, ça veut dire 12 mois. Ah oui, 12 mois. Ouais, on peut faire 12 mois, même 15 mois. Parce que les profs ne sont pas payés. Parce qu'il y a la guerre, parce qu'on se tire dessus, parce que voilà quoi, que les politiques, voilà. À l'époque, il y avait le Zaïre et puis on devait basculer sur le Congo et tout, la rébellion, les Rwandais, bref, tout ça quoi. Et nous, c'était vraiment en plein dedans et tout ça. Et ouais, je suis parti en 2000. En fait, quand je dis 2000, c'est pas début 2000, c'est fin 2000. Je suis parti en décembre 2000. Est-ce que, je me pose la question sur le profil des étudiants, est-ce qu'on a, à ton époque, il y avait des origines ethniques majoritaires? Jamais. Il y a toutes les ethnies qui sont Jamais. Je ne sais même pas, parce que en fait, c'est aujourd'hui que je peux me rendre compte que oui, il y avait mon voisin, par exemple, là où on vivait, que voilà, que lui il était de telle province et l'autre était de telle province. Mais avant, jamais, ça n'a jamais traversé l'esprit. On ne se posait pas la question. Même pas. C'était spontané. Et, tout le monde parle lingala, français. À la base. Et donc c'est. Je crois que les lingala c'est la base des bases. Maintenant, après, quand on parle pas lingala, c'est vrai que quand on parle pas lingala, on te regarde un peu d'un mauvais œil. Toi, tu viens d'où, toi? Juste ça. Mais bon, mais ça fait pas de toi quelqu'un de différent. Ok? Bon, maintenant, après, si tu as un accent un peu prononcé, c'est clair que on va un peu se foutre de ta gueule. Mais sinon, c'était une bonne famille, quoi. C'était de bon cœur, quoi. Non, je pense pas qu'il y a eu une communauté ou bien un groupe plus important ou privilégié ou pas ou quelque chose comme ça. Non, en tout cas, je m'en souviens pas. Oui, je pose ça parce que je me demandais s'il y a des cultures qui favorisent plus les professions artistiques que d'autres. Non. Pas à ta connaissance. Non, jamais entendu parler. Donc ça ne joue pas, non, ça ne joue pas, et puis, ni sur le marché du travail après. Donc jamais. Pas du tout, parce que ici, par exemple, les jeunes gens qui sont ici, je ne sais même pas. En janvier, j'avais
mon diplôme. J'avais mon diplôme en janvier 2001, tout début. Et une semaine après, le président à l'époque mourait. Il est décédé et tout, il avait été tué. Et puis finalement, je me suis retrouvé un peu par hasard, grâce à un groupe d'amis, parce qu'ils étaient sur le projet de faire un mausolée. Le mausolée de Laurent Désiré Kabila. Celui qu'on connaît là? Oui, bien sûr. Donc moi je suis né une semaine après, il est assassiné. Il faut monter un projet. On vient me contacter par un groupe d'amis de l'académie, bien entendu, qui étaient déjà au courant et tout, au niveau politique. Il fallait proposer quelque chose. Donc on s'est embarqué là-dessus. Et j'ai travaillé sur ce projet. J'étais le responsable du département de dessin. Et ça a duré 2 ans. C'est ton premier projet professionnel, c'est le mausolée de Laurent Désiré. Directement. C'est avec les mains qui tiennent exactement. Et les palmes. Les palmes, c'est symbole de quoi? Victoire, de fête. Tu peux me raconter la symbolique de ce mausolée, justement? Ça fait tellement longtemps qu'il faut dire que, au final, ça n'a pas été une bonne expérience. Au-delà du fait que c'était un vrai travail, mais je veux dire qu'au niveau de comment la gestion de ce projet, ça a été difficile. Parce que c'était pas notre propre projet, il y avait des gens qui étaient au-dessus de ce projet, qui se sont permis de ne pas traiter les autres comme il fallait. Donc au final, ça a été un vrai projet, un vrai grand projet, mais je peux te dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a des paiements qu'on n'a jamais reçus. Je n'étais pas le concepteur, je ne m'occupais que de la partie dessin. Il y avait un groupe, Christophe Méco, qui est un sculpteur, qui lui en fait était le concepteur de toute la symbolique. Au final, j'ai eu l'impression qu'avec le temps, l'architecture ne correspondait pas vraiment à mon modèle, à mon type, ou comment je peux dire, à la personnalité que j'avais. Il me fallait quelque chose de beaucoup plus varié, dynamique. Et je trouvais que les projets dans l'architecture c'était beaucoup plus lent, ça prenait beaucoup de temps. On pouvait passer 1 année, 2 ans, 4 ans même, sur un même projet, avec le même client, avoir les mêmes débats et tout. Et je me disais, non, je ne vais jamais y arriver. J'ai envie de passer à autre chose. Et ce qui fait que, voilà, après avoir eu mon diplôme, j'ai essayé de trouver qu'est-ce que je devais faire. Finalement, j'ai rencontré des Sud-Africains qui devaient monter une agence de communication ici. Donc je les ai aidés pour aménager, c'était très très bien. Et puis, ils ont recruté des jeunes gens pour participer dans leur entreprise en tant que créatifs. Mais à un moment, ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui correspondait, un créatif, qui correspondait au modèle qu'eux recherchaient. Et puis, ils ont trouvé que j'étais assez créatif pour ce que j'avais fait pour eux. Et puis, ils m'ont fait la proposition d'essayer. Ça, c'était en 2004. J'ai dit, ouais, pourquoi pas? Bon, ok, ça peut être différent. Je connaissais rien de la communication, de la publicité. Parce que j'étais vraiment dans le modèle type de l'architecture. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, essayons. Et puis, si ça marche pas, tant pis, quoi. Et ça fait 20 ans presque que je fais ça. Elle existe encore, cette entreprise? Si, bien sûr. Comment elle s'appelle? Pigma. Pigma. Ouais. Et c'est une grosse boîte? C'était une grosse boîte, mais il faut dire que le marché a beaucoup changé. Au début, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas beaucoup d'agences. Je crois qu'il y en avait 2 ou 3 au maximum. Sur Kinshasa. Ou 2004. quasiment. Oui, en 2004. 2003, 2004, quand ils sont arrivés, c'était encore tout neuf comme ça. Ici, dans ce pays, les choses vont tellement vite en fait. Que quand ils sont arrivés, il n'y avait quasiment rien. Et ils ont révolutionné le monde de la communication. Ouais. Tout le monde rêvait d'aller à Pigma. C'était une structure où ils employaient 80 employés. À temps plein. Hein. Donc, et quand on était sur des projets de production, on se retrouvait peut-être 200. C'était vraiment énorme. On avait des budgets qui avoisinaient les 2 millions sur certains projets de dollars. Et on avait un chiffre d'affaires qui touchait quasiment 10 millions par an. Donc, il faut dire que c'est là où j'ai quasiment tout appris. J'ai appris à comment parler, comment se tenir, comment présenter, tout. J'ai tout appris là-bas. Et puis voilà. C'était quoi les clients?
Des gros clients, quasiment les plus gros d'ici, Bralima, qui représente Primus, avec toutes ses marques et ses sous-marques, Vodacom, donc avec tous les produits, tous les petits produits. Il y avait des banques, comme la BCDC, UBA, pour citer que cela. C'est même Pigma qui avait lancé le premier logo de la CENI. De la CENI, de la Commission électorale indépendante, quand il y a eu les premières élections. Donc c'est nous qui avons fait les premières propositions de logo qui avaient été retenues. Et tout ça, on avait des gros clients, on avait de mémoire, hein, on avait aussi Unilever, on avait même des boîtes internationaux, hein, des boîtes internationales qui étaient également dans notre portefeuille. On avait même des clients à Brazza. Donc il m'arrivait souvent d'aller là-bas pendant une dizaine de jours, faire des présentations et puis revenir et ainsi de suite. Vraiment, c'était impressionnant. Et des institutionnels un petit peu, tu Oui, parles de beaucoup. la CENI, mais il y avait d'autres, il y avait des bien commandes sûr. publiques. Oui, bien entendu. On avait à l'époque, on travaillait également pour le ministère pour la Banque centrale, pour la NAPI également, la GECAMI. La GECAMI. La GECAMI, ouais. Ça, c'est une entreprise. Les miniers, c'est les miniers, ouais. Mais c'est étatique. Ah. Ouais, donc c'est l'État qui est actionnaire de cette structure. Et donc c'était vraiment des gros projets. On faisait le tour du Congo et tout ça, et c'était impressionnant, c'était intéressant. Et puis il y avait comme une espèce de... C'était pas des petits projets limités à une petite commune. C'était des projets qui nécessitaient de rentrer en contact avec des réalisateurs qui venaient de n'importe où, qui venaient du Canada, qui venaient de l'Afrique du Sud, qui venaient de la France. C'était un peu un âge d'or, comme tu en parles. Est-ce que aujourd'hui ça marche aussi bien? Le secteur est aussi florissant? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que depuis ce qu'il y a eu, c'est quoi? C'est que il y a eu beaucoup de crises. Il y a eu la crise de 2008, pardon. La crise mondiale et tout ça. Je me rappelle à cette époque, on a perdu un certain nombre de clients. Le marché avait fortement baissé. Et puis, comme c'est un pays où les choses ne sont pas toujours un peu stables, ce qui fait que quand il y a des problèmes politiques, directement, on est affecté dans le secteur. Il y a des projets qui sont suspendus, d'autres qui sont annulés parce que au niveau des politiques, ils ne se mettent pas d'accord, parce qu'on n'a pas les élections dans les temps, parce qu'il y a flambée du dollar, parce que tout ça fait qu'au final, le marché il n'est plus comme avant, il n'arrête pas de chuter. Et puis aussi, il y a de plus en plus beaucoup de concurrence. Ça veut dire que voilà, aujourd'hui, tout le monde a la facilité de se dire voilà, je monte ma propre structure, je fais mon propre business, j'ai mon propre client, et machin, ainsi de suite. Avec un peu de relationnel, n'importe qui peut avoir un marché. Et puis au final, ce que ça donne, c'est que ça fait de la concurrence déloyale, ce qui fait que les budgets au niveau des clients restent les mêmes, mais maintenant les players, ça veut dire les fournisseurs se multiplient par 100, ce qui fait que le même budget divisé par 100, c'est pas le même game. Il y a combien d'agences sur Kinshasa aujourd'hui, à peu près? Je pense qu'à l'époque, parce qu'il y a 2-3 ans, on avait participé à un appel d'offres pour un télécom, et il y avait 63 agences qui avaient postulé. Mais bon, maintenant, mais c'est qu'au final, en essayant de dépouiller tout ça, ils se sont retrouvés avec une bonne dizaine qui étaient vraiment éligibles. Et puis après, en requalifiant tout ça, et puis ils se sont rendus compte que bon, il y en avait peut-être 3 ou 4 qui en valaient réellement la peine. Mais au final, au tout début, il y a beaucoup de structures qui sont là, qui naissent, qui meurent, et qui font qu'au final, ça devient un peu difficile. Et puis le Covid venant également fait que on est directement affecté dans ce type de business et tout ça, quoi. Quel est ton plus gros client aujourd'hui, ou tes 2 plus gros clients, plus réguliers? Voilà, disons ça, parce que plus gros, ça dépend des périodes, hein, ça dépend des projets et tout. Mais on a un client assez régulier avec qui on a signé depuis 6 ans maintenant. 6 ans, c'est les paris sportifs, Premier Bet, qui est à nos clients avec qui on partage l'immeuble. Les bureaux sont au 5e, nous on est au premier.
Donc c'est même aussi un peu l'avantage parce que nous faisons pour ce client-là des vidéos pour les tirages. Parce qu'ils font et les paris sportifs et le loto. Et le loto, c'est tous les jours. Mais après ça, il y a d'autres clients qui ne sont pas réguliers, mais quand ils arrivent avec des projets intéressants. Ce sont ces projets-là qui nous permettent d'évoluer. Il y a des projets qui nous permettent de se maintenir et d'autres qui nous permettent d'évoluer. Et ainsi de suite, on essaie de trouver un tout petit peu la bonne balance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être agressif. Dans ce métier, il faut être vachement agressif parce que sinon, on se fait manger tout de suite. Tu peux me décrire un petit peu ton entreprise? Donc tu l'as créée en 2016? En 2014. En 2014, quand tu quittes Pigma. Oui. Comment aujourd'hui, vous êtes 9, tu m'as dit? Ouais. Quel profil? Est-ce qu'ils sortent tous de l'Académie des Beaux-Arts? D'où ils viennent tes jeunes? Oui, ces jeunes gens qui sont mes collaborateurs, pour la plupart viennent de l'académie. Pour certains, c'est pas exclusif. Parce que ce qui compte ici, c'est pas les diplômes, c'est pas le parcours. C'est qu'est-ce qu'on a à donner. Et c'est malheureusement pas évident de trouver des gens qui puissent directement comprendre ce qu'il faut et se dire voilà, moi j'ai ceci à donner. C'est pas évident. Mais sinon, certains viennent de l'académie. Je crois que sur les 9, il y en a environ 4 qui viennent directement de l'académie. C'est des section communication visuelle. Oui, section communication visuelle et tout, parce que ça match bien avec ce qu'ils font. Mais certains sont des autodidactes. Ils ont appris sur le tas, mais ils ont du talent et tout. Et puis finalement, je leur donne leur chance en fait. Il y a quelqu'un qui fait... on a un storyboarder, c'est un gars qui fait du dessin comme pas possible. Donc on ne peut pas rester insensible à chaque fois qu'il fait un petit dessin. On a un monteur 3D. On a un monteur 3D, donc il modélise, il donne vie au téléphone, aux objets, et ainsi de suite. Et puis c'est toujours intéressant quand on fait des animations. On a 4 monteurs, parce que comme on fait beaucoup de tirages, c'est des monteurs vidéo, donc ils récupèrent tout ce qui est rush, tout ce qui est brut en termes d'image, et puis après on fait un petit montage. Avec les éléments vidéo en 3D, on les insère, et puis après ça donne un bel effet. Mais bien sûr, tout part des storyboards. On commence par le storyboard pour finir sur la table de montage. Et puis il y a aussi un jeune homme qui est graphiste, mais lui il est complètement autodidacte. Parce qu'en fait il est venu apprendre, et il a tellement grandi, il a tellement appris qu'aujourd'hui il fait des affiches qu'on retrouve sur le boulevard. Et donc voilà, et puis on a la chance d'avoir une demoiselle ici qui est, je pense que c'est une grosse valeur ajoutée chez nous, parce qu'elle est structurée, elle est organisée, en fait elle a tout ce que nous on n'a pas. À la base, elle a été prise comme community manager, parce que son dada à elle, c'est le digital, à la base. Mais maintenant, l'idéal, c'est pas d'avoir des gens qui sont figés dans un seul truc. Il faut absolument des gens qui sont multitâches. Et puis après, au final, comme elle fait bien ce qui est community manager, mais également elle présente très très bien quand on va en présentation, donc elle donne un coup de main au niveau du commercial. Et puis voilà. C'est quoi le salaire moyen ici? Ici, $500. $500. $500 que touche un jeune homme pour un travail à plein temps. Mais il commence plus bas, parce qu'il commence les salaires d'entrée. Quand je ne sais pas ce que ça va donner, ils sont à 250. Ce qui est un salaire correct pour la RDC. Absolument. Après, avec $500, on ne peut pas habiter à la Bombay. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est vrai que ici, c'est comme disaient certains, c'est l'une des villes les plus chères. Mais je pense qu'avec ça, mais ce n'est qu'un début, parce que plus on a la possibilité de grossir notre portefeuille, et plus on peut payer plus. En gros, c'est ça. Quelles sont tes aspirations aujourd'hui? Qu'est-ce que tu te souhaites à toi-même? Grandir. Je suis arrivé une fois en Afrique du Sud avec les Sud-Africains, parce qu'à un moment, j'étais là-bas pendant une année en stage. Et la première fois, j'étais dans une boîte qui s'appelle Ogilvy, qui est une des grosses entreprises au niveau de la communication. Tu as Ogilvy, TBWA, tu as
comment les appeler encore? Tu as. Allez. Bref. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Dans quelle ville tu étais? À Jobourg. À Jobourg. Johannesburg. Ah, Johannesburg. Tu dis Jobourg. À Jobourg. À Jobourg. Et donc j'étais à Jobourg et donc je rentre dans cette structure où je devais faire une année de stage. J'arrive dans la salle. Il y avait, c'était un bâtiment au premier niveau. Tu avais une plateforme énorme. Il y avait 60 créatifs. Ça veut dire ici il n'y a que 9. Il y en avait 60 avec des Macs, tout plein. Je rentre dans cette salle, j'avais la chair de poule. J'arrivais pas à imaginer qu'il pouvait y avoir autant de créatifs. Et ils étaient tous brillants, ils étaient tous intelligents. Ils étaient pas vieux, ils étaient jeunes, ils en voulaient. Et ils faisaient des trucs incroyables. Il y avait un mur avec des trophées. Tu vois, il y avait un mur immense dans une salle quand on rentrait comme ça là et tout. Immense, c'est rempli de trophées. Ces gens-là se battaient pour avoir des trophées. Chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, on fait de la pub pour payer nos factures. J'aimerais en tout cas un jour, peut-être pas avoir les 60 créas, 30 créas dans une salle. C'est ton objectif. Ouais. Il faudrait que Kinshasa et le RDC sortent de ça. Non, mais on n'est pas. L'avantage avec ce métier, c'est qu'on peut avoir des clients qui sont à l'extérieur. On n'est pas obligé de travailler avec toujours un peu les mêmes. Ça veut dire, peu importe où on est. Aujourd'hui, avec l'internet, avec le digital, on peut. Dernièrement, quand j'étais en vacances, j'avais été contacté par une boîte camerounaise qui s'appelle Activa, c'est une compagnie d'assurance qui voulait qu'on leur fasse une production. Et ils étaient au Cameroun et ils nous contactaient, nous à Kinshasa, mais moi j'étais en vacances en Europe. Donc, mais on faisait ce travail pour eux. Et tout, on a fait le truc pour eux et puis on leur a livré leur projet et tout. On n'a jamais vu le client. Ça arrive de temps en temps? Ça arrive, oui, ça arrive. Régulièrement, ouais. Peut-être pas régulièrement, mais ça arrive. Ça arrive. Notre client le plus régulier, qui s'appelle Premier Bet pour les paris sportifs, les bureaux sont au 5e, mais la maison, le HQ, est à Londres. Ce qui fait qu'il nous est déjà arrivé que directement la maison de Londres nous appelle pour que nous puissions leur livrer quelque chose de spécifique et tout, et ça arrive souvent. Tu es inquiet pour l'avenir de ton agence ou pas? Pas pour le moment, parce que je pense qu'on est sur une bonne dynamique. Il faut dire que j'ai commencé tout seul. Hein. À l'époque, j'étais tout seul dans mon salon. Donc, et à un moment, j'étais dans un cyber. En 2014, j'étais dans un cyber. Je répondais au téléphone et tout. Je disais oui, je disais au client, oui, je vous envoie le mail. Mais j'étais dans un cyber. J'ai commencé comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je fais le métier le plus magnifique du monde. Parce que grâce à ça, on fait des rencontres tous les jours. On rencontre des gens tous les jours. Et on peut être fauché le matin et être super riche le soir. Et le lendemain, ne peut rien avoir. Parce que c'est, voilà quoi, il y a tellement des choses à faire. Tellement des choses à faire. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait quelque chose et que ça fonctionne, on voit l'impact que ça a sur les gens en général. Je me rappelle une fois, à l'époque, ça c'est, je n'oublierai jamais, quand j'étais à Pigma, on travaillait sur un projet. C'était une des bières ici, ils voulaient changer de positionnement. C'est-à-dire qu'ils souhaitaient que leurs produits soient perçus différemment que l'époque. Parce qu'avec les générations, après tous les 10 ans, en fait, il y a une nouvelle génération qui arrive, un nouveau comportement. Donc, il faut changer de positionnement à chaque fois. Donc, on était en train de travailler sur un nouveau positionnement. Donc, on est allé faire des recherches. Je me suis retrouvé dans un bar, vraiment dans des communes très très difficiles et tout, assis dans le noir, discuter avec des gens que je ne connaissais pas. Juste pour avoir des idées, leur feeling, comprendre comment est-ce qu'eux ils perçoivent les choses et tout, en se disant peut-être que là on pouvait tirer une idée. Et en sortant de là, j'avais une idée. J'avais une idée que je trouvais intéressante. Je suis allé au bureau, j'ai mis ça en page, présenté au client. Le client a accepté tout de suite. Le projet a été accepté, il a été financé, on a produit, on a diffusé. C'était simple. L'idée c'était de dire, malgré les difficultés, malgré les challenges, malgré les contraintes que la vie nous apporte, surtout au Congo, et ben avec
ce produit, on continue, on garde le rythme. C'était ça l'idée. Okay? Donc c'était des gens qui sont dans un bar, et ben le courant part, difficulté. Mais eux, ils décident de recréer l'ambiance, puisqu'il n'y a plus d'ambiance, ils décident de recréer l'ambiance avec leurs bouteilles et tout ça, parce que c'est de la bière. Avec leurs bouteilles, ils recréent l'ambiance, ils chantent de la musique et tout, et puis le courant revient. Et puis après, ils continuent. Donc en fait, il n'y a pas d'arrêt. On n'a pas d'excuse pour s'arrêter lorsque on est en train de partager un bon moment avec cette bière. Donc on a fait ça et c'est parti. Un jour, 3h du matin, je dors, je suis couché, mon téléphone sonne à 3h du matin. C'est mon mécanicien de l'époque qui m'appelle. Il était dans une ambiance incroyable. Le gars, il m'appelle, il me dit « Allô? Non ?» Je dis « Allô? » Il dit « Allô? Tu m'entends ?» Je dis « Oui, je t'entends. » « Non, tu es terrible. On était dans le bar. Le courant part. On chante la musique. Là. Le courant revient. Non, c'est terrible. » Alors je dis « Ah, c'est vrai. » Et puis je raconte. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit « Ah ouais, au final. » Parce que on est là, on réfléchit, on dit comment est-ce qu'on va influencer sur le comportement du consommateur pour lui permettre de faire des choix, des machins. Et à l'époque, je te dis, c'était devenu la norme. Quand on est quelque part, le courant part, et ben on se met à faire ça et ainsi de suite. Donc voilà. Et j'espère pouvoir reproduire ça encore et encore et encore. C'était un beau succès. C'était un excellent succès. Ce qui m'a même permis, en fait, qui m'a valu, c'est que le client m'avait offert à l'époque un billet pour aller voir le match de la Champions League à Munich. Ça, c'est un beau cadeau. Ouais. C'est pas encore dans la mentalité. C'est ça que je voulais te dire. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, non, malheureusement. Il y a énormément de produits dérivés sur les grands joueurs, la boxe. Mais c'est pas comme en Europe ici. Non, c'est pas vraiment comme en Europe. Le secteur sportif ne génère pas des gros business pour le moment. Et même les salaires des sportifs ici, c'est pas comme ailleurs. Donc ici, ça reste quand même un peu cheap. Donc il y a 2 ou 3 clubs. Il y a aussi oui, pas terrible non plus parce que voilà, tout ce qu'on achète ici, on préfère l'acheter d'ailleurs. On ne valorise pas suffisamment nos propres ressources ou nos propres designers. Il y en a, il y en a qui font des très très belles choses, mais on préfère acheter du prêt-à-porter, de tout ce qui vient à gauche et à droite. Et même moi, quand je vais en vacances, j'en profite pour ramener des valises. Donc malheureusement, ils n'ont pas vraiment des vrais budgets. Il n'y a que quelques structures qui, elles, peuvent se permettre d'engager une agence pour... c'est les télécoms, c'est les banques, c'est les brassicoles, c'est les pétroliers ou peut-être quelques institutions, hein, quelques. Mais d'autres, qu'est-ce qu'elles font? Elles préfèrent avoir une ressource en interne qui va créer quelques petits trucs vite fait comme ça là et tout. Et puis ils sont contentes quoi. En gros c'est ça.